Loïc Quentin, bonjour. Bonjour Olivier. Président de la FNIM, la Fédération nationale de l'immobilier, officiellement depuis janvier 2023, nouveau président. Félicitations. Merci. Nous verrons d'ailleurs avec vous quel est votre état d'esprit et dans quel état d'esprit sont les professionnels. Et puis bien sûr, on évoquera votre feuille de route. Alors avec vous, on va aborder plusieurs choses. Tout d'abord, les marchés de l'immobilier. Il y a plusieurs marchés de l'immobilier en France avec, on le verra, certains vents contraires et puis d'autres qui finalement fonctionnent bien. On verra l'un des chantiers essentiels qui est la rénovation énergétique, mais aussi les logements vacants, vous nous en parlerez. Et puis on verra la politique du logement avec notamment vos propositions dans le domaine. Alors tout d'abord, ce tour d'horizon, on va démarrer par les marchés de l'immobilier, si vous êtes d'accord. Tout d'abord, à l'éclairage des différents chiffres et des études que vous avez menées, qu'est-ce que vous pourriez dire sur l'année déjà 2022 en matière d'activité immobilière ? Alors 2022, c'est une année où on voit une réduction de l'activité par des volumes qui sont en baisse, qui restent toutefois, je dirais, un record qui affiche un record historique, parce que ça sera quand même le deuxième record de toute l'histoire de notre économie. En décembre 2021, nous avions 1 177 000 transactions. On prévoit un atterrissage à décembre 2022 à 1 100 000. C'est encore un bon chiffre, mais qui marque le pas une dynamique que nous connaissions préalablement et qui avait illustré, je dirais, tout le marché immobilier de ces dernières années. Alors, ce n'est pas une remise en cause fondamentale, puisque, rappelons-nous, en pleine crise des subprimes, en septembre 2009, nous avions touché le fond avec 569 000 ventes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes encore à 2 fois ce volume. Bon, mais nous avions pris une habitude d'un marché beaucoup plus tonique, et ça remet peut-être, je dirais, les pendules à l'heure, si je puis dire, si je puis m'exprimer ainsi, c'est qu'on revient peut-être à des fondamentaux et qui nous obligent à réfléchir sur l'avenir. Vers peut-être un retour à la raison. Effectivement, vous avez raison de le rappeler aussi, on revient de situations quand on était à 600 000, 700 000, là on est quand même, et on le voit d'ailleurs sur ce slide, en fait, voici sur les transactions, donc une lente érosion aussi due, alors on va le voir, le pouvoir d'achat, les taux d'intérêt, l'inflation, mais tout de même, bon. Voilà, il y a des facteurs économiques qui sont à la base de tout cela, on en parlera, c'est comme vous le dites, l'inflation et les taux d'intérêt, et on affiche une projection, notamment à 2023, toutes choses égales par ailleurs, si on suit, je dirais, les mêmes paramètres économiques, s'il n'y a pas de grande variation à la fois sur l'inflation et les taux d'intérêt, on devrait avoir un atterrissage à 1 million de transactions au scénario central. Et un peu en deçà, s'il y avait une trop forte variation des taux d'intérêt ou difficultés économiques pour le pouvoir d'achat des Français. Alors, les éléments clés, tout d'abord les prix. Et là, vous avez un tableau intéressant, les prix avec corrigé de l'inflation. L'évolution des prix corrigée de l'inflation. C'est nouveau, c'est nouveau. On parle toujours de l'évolution des prix, mais qu'est-ce que c'est qu'une augmentation des prix si on n'incorpore pas à l'inflation qui impacte le pouvoir d'achat et les prix de façon générale? On n'avait pas connu d'inflation aussi forte depuis 1985, faut-il rappeler. Quand nous présentions nos prix l'an dernier, on ne corrigeait pas cette augmentation de l'inflation. Et quand on corrige, on se rend compte que finalement, il y a des marchés qui sont largement baissiers. Je prends Nantes, 7,2%, Paris également, qui avait déjà illustré ces tendances, Avignon, Toulouse. Quand on intègre l'inflation de 5,9% en décembre 2022, on arrive à cette correction des valeurs, mais encore des marchés toniques qui sont encore en période de rattrapage, là où vous n'avez pas augmenté, Marseille, Toulon, qui eux affichent encore une santé malgré l'intégration de taux d'inflation dans cette évolution. Et là, on voit aussi l'évolution avec des marchés à plusieurs vitesses. Le pouvoir d'achat immobilier qui a baissé d'environ 6%. Et 6%, oui, parce que quand on rend l'argent plus cher, on diminue la capacité d'endettement des ménages et de ce fait, eh bien, le pouvoir d'achat immobilier baisse de façon importante. Et on le voit, il est estimé en 2022 à moins 6% et il va continuer dans tous les cas de baisser. Ça, la grande variable d'ajustement de ce pouvoir d'achat va dépendre uniquement de l'évolution des taux d'intérêt. Alors, sur l'évolution des taux d'intérêt, et puis on peut dire que l'année 2022, on a eu un petit peu comme un match de football avec une mi-temps. Il y a eu la deuxième mi-temps à partir du mois de septembre où on a senti les professionnels commencer à nous dire, ça y est, il y a des signes, il y a un ralentissement parce que taux d'intérêt, parce qu'inflation, parce que toutes les questions liées au pouvoir d'achat. Et puis, on a commencé à regarder à la loupe les budgets travaux, les déplacements en voiture, enfin voilà, toutes ces choses-là qui n'étaient peut-être pas prises en compte avant. Vous avez raison, Olivier, parce que je pense que l'année 2022, il faut la décortiquer en 2 périodes. Le premier semestre qui était purement dans le droit fil de l'année 2021, et 2022, les premiers, je dirais, la BCE relève ses taux pour la première fois en juillet, en septembre, en octobre, et qui va immédiatement impacter le marché et sa dynamique avec une correction à la fois des volumes et correction des prix. Les prix viennent après les volumes.
ralentissement, mais pas d'effondrement. Pas du tout. Pas du tout. Il n'est pas question d'effondrement. Avec les chiffres que je vous ai annoncés tout à l'heure, on ne peut pas parler d'effondrement. Nous n'en sommes pas là. C'est une correction, mais une correction peut être indispensable. C'est la loi de l'économie, c'est la loi des marchés. À un moment, les excès doivent être corrigés par une régulation indispensable. Mais est-ce que l'on peut parler de changement de cycle ? Oui, on peut, parce que nous ne savons pas comment nous pouvons nous orienter, parce que les taux d'intérêt aujourd'hui, en taux en moyenne, on est à 2,50, 2,60, on prévoit 3, 3,50 à la fin de l'année, mais nous pouvons aller au-delà. Rappelons-nous, 1982, 18,5% sur les marchés. Et il y a encore peu de temps, au moment des subprimes, on avait encore des taux d'intérêt à 5. Donc atteindre un tel niveau d'intérêt n'est pas du tout inéluctable, n'est pas du tout impossible demain. Donc voilà, il faut... Et là, on aura un retournement de cycle. Mais un retournement de cycle qui s'accompagnera obligatoirement d'une inflation et qui gommerait aussi ce réajustement. Alors, Loïc Quentin, justement, on va voir sur les prévisions. Alors voilà, tout d'abord, la perte de capacité d'achat. Un commentaire là-dessus, bon, on le voit, c'est à... Voilà, 3,5, on a 16% de perte de chiffre d'affaires et à 4% de taux d'intérêt, 20% de perte de chiffre de pouvoir d'achat. Donc, ce qui veut dire que les ménages sont obligés de rajuster leur proposition d'acquisition à la baisse, puisque leur pouvoir d'achat ne suit pas. Sauf s'il y a une inflation des salaires, mais là, nous n'en sommes pas là. Mais pour l'instant, le pouvoir d'achat est érodé, largement. Alors, les prévisions 2023... Les taux d'intérêt vont continuer d'augmenter, hein, donc au moins, ça sera le périmètre au moins jusqu'au premier semestre, mais là, nul n'est prophète, nous ne savons pas encore comment ça peut évoluer. Les volumes de vente, nous, l'orientation, c'est vers 1 million de ventes en scénario central, qui peut être plus dramatique si jamais il y avait un environnement économique qui était plus défavorable. Oui, là-dessus, vous êtes prudent. Vous dites on est prudent, vigilant, oui, on ne peut pas se lancer sur les... Voilà, c'est en fonction de ce que nous connaissons aujourd'hui, nous devrons terminer 1 million de transactions. Enfin, sur l'investissement locatif, là, il y a, je dirais, un signe d'orage parce que nous sommes très inquiets sur l'avenir de ce marché qui est largement chahuté, à la fois avec une baisse des rendements, augmentation des taux de financement, augmentation aussi des charges de la taxe foncière, politique d'encadrement des loyers, beaucoup d'obligations qui incombent aux propriétaires, notamment avec la loi climat résilience. Alors on va le voir, peut-être juste une question concernant, on en a beaucoup parlé en 2022 du taux d'usure. Le taux d'usure, ce taux maximum auquel une banque peut prêter, est-ce qu'il faut remettre en cause, revoir ce taux d'usure, la façon dont on le calcule ou pas? C'est incroyable, vous savez, la Banque de France est une vieille institution, mais elle l'inscrit, c'est tous les 3 mois qu'on revoit le taux d'usure. Bon. Moi, j'ai fait une proposition à Olivier Klein lors du Congrès, c'est que de façon automatique, soit on indexe le taux d'usure sur le taux des OAT ou le taux de la Banque Centrale Européenne, mais qu'on fasse un ajustement automatique, puisque c'est le taux de refinancement des banques françaises, donc afin de ne pas pénaliser les ménages. Eh bien, dans ce cas-là, il y a un ajustement automatique, soit à la seule variation, ou alors tous les 3 mois. C'est quand même pas compliqué de se voir tous les mois plutôt que tous les 3 mois. Bon, eh bien, c'est à suivre. En tout cas, l'appel est lancé. Alors, très important, cette deuxième partie, parce qu'on ne regarde plus un bien uniquement sur l'emplacement, les mètres carrés. On prend vraiment en considération aujourd'hui le chauffage, les fenêtres, tout ce qui est performance énergétique. On passe même de lettres de performance verte, A et B, à là, on va dire, la décote rouge, F et G, avec des biens qui progressivement vont sortir du marché de la location. En tout cas, c'est prévu par la loi. Alors, ces logements, ces passoires thermiques, tout d'abord, un commentaire avec les cartes. Là, alors, les cartes, j'ai demandé effectivement au laboratoire économique du logement de la Fédération de regarder, de faire une approche et de faire une comparaison entre les logements vacants depuis plus de 2 ans. Vous savez qu'aujourd'hui, les logements vacants, c'est 8,5% de la totalité du parc, qui sont inflatés de 60 000 à 100 000 unités par an. On a pris 1 million de logements en 10 ans, vacants. Ouais. On en produit 350 000, mais il faut défalquer, bien évidemment, 60 à 100 000 logements, donc la production nette n'est pas celle-ci. Et particulièrement ces logements vacants depuis plus de 2 ans, vous voyez dans cet environ, particulièrement dans des territoires qui sont un peu des territoires délaissés, là où les politiques d'aménagement du territoire ne sont pas intervenues. Et on a fait une comparaison avec la carte des F et G. On se rend compte que ces F et G, à l'exception des zones de montagne, hein, qui eux, bien évidemment, ne sont pas vacants, hein, on a bien évidemment la même chose, que ce soit en Bretagne, que ce soit dans le centre de la France. On a la diagonale du vide qui s'exprime, à savoir que des logements vacants et qui sont F et G et de surcroît. Ça pose une vraie question. Ça pose une question de la réhabilitation de ces logements F et G. S'ils ne l'étaient pas auparavant, s'ils étaient vacants, c'est qu'ils étaient dans un mauvais état d'entretien. Les propriétaires ne peuvent pas subvenir à leur entretien, leur rénovation, et encore moins quand ils sont F et G pour les remettre sur le marché. Donc là, il y a une vraie vision de la politique publique, savoir comment on va accompagner, parce que le coût de la rénovation, s'il est identique à Paris
ou dans la Creuse, le rapport du coût de la rénovation sur le prix de vente n'est pas le même. Et il faut avoir un bonus, une bonification pour venir en soutien aux propriétaires dans des territoires qui sont un peu laissés de côté, mais qui vont largement impacter leur dynamique. Alors, cette rénovation énergétique, on a le sentiment que c'est le sens de l'histoire. Tout le monde dit oui, il faut le faire. Oui, Par oui. contre, est-ce qu'en face, il y a les moyens de le faire? Est-ce qu'il y a un calendrier qui peut être respecté? Faut-il contraindre ou inciter en fait à rénover? Quelle est votre position dans le domaine? Pour l'instant, on est sur la contrainte. En quelque sorte, on nous oblige à suivre un calendrier qui n'est pas tenable et qui est difficilement applicable dans les copropriétés. Alors aujourd'hui, déjà, l'urgence dans les copropriétés, c'est le coût du chauffage, notamment dans les immeubles collectifs qui sont assurés par une production de gaz. Voilà, on a sur une augmentation de 2 à 3 fois le coût, notamment de l'énergie dans les immeubles en copropriété. Et ça, on va le voir quand on va rendre nos comptes en 2022. Même s'il y a eu un bouclier énergétique, un bouclier tarifaire, aujourd'hui, les ménages sont confrontés à une augmentation des charges de copropriété de façon considérable. Ça, c'est très, très, très important. Et puis, je pense que le politique n'a pas pris en compte la temporalité de l'obligation et du calendrier de la copropriété. Le calendrier n'est pas un calendrier politique, on ne répond pas aux mêmes obligations. Nous, pour pouvoir faire de la rénovation énergétique, on est obligé de répondre à un préalable, à un projet de plan pluriannuel de travaux, l'adopter, adopté par l'Assemblée générale, des copropriétaires. C'est 2 à 3 ans déjà qui vont s'écouler. Et en même temps, il faut trouver les entreprises. Donc vous dites que ce n'est pas tenable. Il faut revoir absolument ce calendrier. Et on n'a pas l'outil productif pour le faire. Seulement 16% des 700 000 entreprises du bâtiment sont qualifiées RGE pour pouvoir nous accompagner dans cette stratégie. Et puis les travaux de rénovation, ça veut dire aussi de la transparence, de la confiance. On a vu qu'il y a eu certains diagnostics de performance énergétique et des études menées en disant attention, c'est peut-être pas aussi fiable, c'est compliqué. Alors, en plus, il faut de la formation. En rénovation énergétique, il y a 2 calendriers. Il y a le calendrier de la copropriété et le calendrier de la naissance, qui n'est pas le même. Le calendrier de la naissance, on a tout de suite dit, si vous avez un appartement OF au 1er janvier 2025, vous ne pourrez plus le louer. Alors donc, dans tous les cas, ça a créé une espèce d'affolement chez certains propriétaires, et qui notamment peut amener aussi de la tension locative sur le marché, et que l'on rencontre déjà, et ce qui nous inquiète pour beaucoup. Vous pensez que ça peut se retourner au final contre le locataire? En fait, aussi des logements en moins qui ne seraient pas rénovés, qui sortiraient du marché, c'est un danger aussi? Si vous voulez, il y a l'effet cumulatif. Quand vous ne pouvez pas accéder à la propriété, quand vous faites 100 000 ventes en moins, comment vous logez, cher Olivier, dans le secteur locatif? Vous créez un embouteillage sur une offre locative, effectivement, qui est déjà encombrée par les nouveaux arrivants. Qui plus est, si vous enlevez des logements F et G, parce que les propriétaires ne veulent pas faire les travaux, là, il y a une suraccumulation d'une tension. Et ce n'est pas bon du tout pour le marché. C'est ce que nous disons, nous, professionnels. Attention où nous allons. Et il faut, au contraire, donner des signes de confiance au bailleur, des signes d'encouragement pour l'inciter à rénover. Il va falloir faire de la pédagogie. C'est donc de l'incitation que vous posiez la question, et non de la contrainte. Des rendez-vous sont-ils prévus justement avec ils vont les ministères concernés? Avoir lieu rapidement. Croyez sur ma détermination, ma conviction, pour pouvoir être entendu. Alors, pour pouvoir être entendu, justement, on va parler là de politique du logement. On y était déjà en partie, c'est important, c'est aussi la vie quotidienne. Sur la politique du logement, tout d'abord, un Conseil national de la refondation sur le logement qui a été lancé. Bonne idée? Est-ce que ça va avoir une suite? Je crois que toute consultation ou toute proposition d'avoir un débat, on aurait pu avoir un Grenelle du logement, un Marshall du logement. Là, c'est le CNR. Bon, voilà, tant mieux. Simplement, ce qui nous inquiète, c'est le délai. On ne traite pas la question logement, qui est une question fondamentale en France, dans un délai aussi court, parce que je crois que la copie devrait être rendue à fin mars. Ouais. Donc les problématiques sont nombreuses. L'état des lieux, il a été fait lors de la loi Elan. Nous connaissons. Donc aujourd'hui, ce sont des propositions qu'il va falloir afficher et des propositions concrètes d'accompagnement. Nous, à la FNM, on a des propositions multiples. On les fera, on va les proposer. Et on est parfaitement conscient de notre rôle aussi citoyen. Nous ne demanderons pas, on sait que les recettes de l'État sont exsangues. On fera des propositions, je dirais, concertées et qui peuvent être appliquées et rapidement et facilement. Alors, si on en retient 4 ou 5 grandes propositions, on va les voir là en images sur le slide suivant. Voilà, redonner aux Français du pouvoir d'habiter. Oui. Alors ça, c'est le premier atelier du Conseil national de refondation. Eh bien, déjà, premièrement, je vous parlais du secteur locatif. Ouais. Enfin, il serait temps d'inscrire un peu de la stabilité et de la vision et offrir aux bailleurs privés un véritable statut. Vous savez, les lois de finances successives ont sans arrêt effrité. Aujourd'hui, être porteur et être propriétaire d'un appartement et le louer, il
qu'il y a une différenciation telle que de moins en moins de Français veulent investir. Or, on a besoin, notamment de ce parc locatif, pour assurer la mobilité des Français. Et il faut avoir un véritable statut du bailleur privé, sous l'angle de l'amortissement, de la déduction, mais il faut arriver à ce que nous rentrions dans un système de stabilité et de confiance chez le bailleur. Il faut lui donner confiance. Il ne peut pas être dans le collimateur permanent des pouvoirs publics au travers de permis de louer, au travers d'obligations et sans pouvoir être accompagné dans sa stratégie. Et c'est reconnaître l'investisseur comme un acteur économique à part entière qui permet non seulement de construire des logements, peut-être aussi de les rénover, mais aussi de loger, de pouvoir loger des gens, des étudiants, des familles. Et c'est ce qui est important. Et puis même, je dirais aussi, ça permet aussi à des Français de se constituer une retraite par capitalisation, même si aujourd'hui, c'est un gros mot dans le cadre du débat sur la retraite, mais elle existe, elle est possible. Beaucoup de Français aspirent à être un jour propriétaires d'un appartement pour améliorer leur retraite. Et là-dessus, vous savez que 2 tiers des Français n'en sont propriétaires que d'un seul logement. Et justement, c'est un complément pour leur retraite. Donc, il faut envoyer des signaux forts aux Français dans ce cadre-là. Signaux qui paraissent être un peu dans l'air du temps, puisque récemment, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers disait lui aussi il faut absolument qu'il y ait un statut du bailleur privé. Là, on se dit le neuf et l'ancien dans la même direction. Oui, parce que c'est comme moi que le Pinel va disparaître, il faut un substitut, mais il faut profiter... Quelque chose qui soit lisible. Lisible pour les Français, et puis avoir un système, une stabilité, que donner confiance au bailleur, et confiance dans son investissement et sur son avenir. Hein. Autre proposition de la FNAIM. Alors, autre proposition, si on peut revenir sur le slide précédent, c'est pas bon, ça je peux vous la commenter. Alors, redonner confiance au bailleur, statut du bailleur privé, oui, coup de pouce sur l'accession. Il ne vous a pas échappé que nous n'avons plus aucun dispositif d'accompagnement nous accédant à la propriété, soit sur une déduction des intérêts d'emprunt. J'ai fait cette proposition aussi de la portabilité des prêts. La portabilité des prêts, parce que nous le pratiquions il y a de nombreuses années, afin de prévenir d'une hausse des taux. Si demain nous arrivons à 4% de taux d'intérêt, est-ce que vous pensez qu'un Français qui a déjà acheté de l'immobilier à un taux de 1% ne peut pas prétendre à conserver son prêt en cours sur un autre bien ? Continuer à le rembourser avec l'accord, bien évidemment, de son banquier, ou éventuellement, s'il ne le réutilise pas, le transférer à un autre acheteur qui va reprendre le bien vendu avec le prêt en cours. Et notamment, on donne du pouvoir d'achat aux Français, ça ne coûte rien à l'État. Et ça ne coûte rien au banquier puisqu'elle est comptée sur le résultat. Je crois qu'il va falloir innover, il va falloir être innovant si on veut accompagner les Français. On ne peut pas revivre, notamment, être... je dirais, avoir le contre-coup d'une hausse des taux d'intérêt. Voilà. Alors, bonification valeur faible du logement dans le montant de ma prime rénov', oui, c'est ce que je vous disais, sur les territoires abandonnés, c'est leur donner une bonification complémentaire pour les aider à rénover. Déduction des intérêts d'emprunt pour la résidence principale, on l'a oublié, mais ça serait une petite mesurette. Et puis, mais qui serait aussi d'importance, la portabilité des prêts. Également, je pense aussi à réintégrer aussi... le droit à une APL accession propriétaire à la propriété, comme on le faisait aussi dans des périodes précédentes et qui ont donné un gros coup de pouce à des primo-accédants. Revoir aussi le calendrier climat. Climat, oui, bien évidemment. Nous, ce qu'on veut, c'est suspendre l'indécence énergétique sur le logement alloué dès lors qu'un projet de plan pluriannuel de travaux a été adopté. Et ça, cette disposition, c'est tout nouveau, obligation de rééquilibrage des droits à construire. Vous savez que dans l'ensemble des plans locaux d'urbanisme en France, on délivre des permis de construire, on ne s'oppose jamais à la question de rechargement des droits. Or, depuis toujours, les marchés immobiliers sont sous une tension foncière qu'on n'arrive pas à résorber. Obliger les maires à reconstituer des droits à construire au moins équivalents aux droits consommés, ce qui permettrait d'avoir un simple équilibrage sur le marché, éviter une tension nouvelle. Ensuite, alors, faire du logement l'avant-garde de la transition écologique. Tous les logements. Voilà, réaménager le calendrier à climat et résilience, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et puis aussi, obligation de rénover tous les logements G à la mutation, c'est-à-dire que permettre à quelqu'un, on ne voudrait pas arriver demain à ce qu'une maison, par exemple, qui est classée en G, les gens aient peur de l'acheter avec une menace ou autre, mais leur laisser le temps suffisant pour procéder à la rénovation dans un délai, par exemple, de 5 ans, parce que aussi la rénovation énergétique, c'est pas uniquement l'affaire des bailleurs, c'est l'affaire de tous les propriétaires en France. C'est l'affaire de tout le monde, absolument. Il va falloir que tout le monde, effectivement, aille dans ce sens, mais il faut donner des signes de confiance, de l'incitation, et puis aussi de la sécurisation à l'ensemble. Et là, pour pouvoir financer, bien évidemment, nos travaux en copropriété, donc on proposait un prêt collectif pour la copropriété qui existe, mais qui pourrait être garanti par l'État, en transférant les fonds travaux que nous avons
dans le cadre de nos cabinets de copropriété, qui appartiennent aux syndicats, vers la banque qui mettra en place ce financement afin d'augmenter sa dotation de fonds propres. Ensuite, rénover aujourd'hui, défiscaliser demain. Ah, voilà, c'est une belle proposition. C'est-à-dire permettre aux Français, au moment où ils arrivent en retraite, puisqu'ils ont fait l'effort de rénovation énergétique, c'est un double impact. À la fois, on diffère la prise en charge de l'État sur une réduction d'impôts. C'est-à-dire qu'on permet à un Français qui achète un appartement ou qui est déjà propriétaire, qui s'engage dans une opération de rénovation énergétique, quand il prend sa retraite, d'être exonéré tout simplement d'impôts sur ses revenus locatifs. Vous savez, il y a eu d'autres pays... Ce qui est gagnant-gagnant. Bien sûr, oui. Il y a d'autres pays comme la Belgique, et à un moment, on ne payait pas d'impôts sur les revenus fonciers. Et on pourrait très bien l'imaginer. Là, uniquement dans le cadre de la rénovation énergétique, et ça permettrait de donner un grand coup de pouce et beaucoup de lisibilité et de visibilité aux Français qui verraient là un dispositif d'accompagnement pour leur retraite. Et puis pour terminer, créer un observatoire des politiques locales de l'habitat. Oui, ben ça c'est important parce que vous savez, la politique elle est centralisée. La décentralisation de notre pays c'est depuis 92, depuis la loi de Chevènement. On a mis en place des outils d'urbanisme, mais il n'y a jamais d'outils d'évaluation. Moi je propose qu'enfin dans les territoires, dans les grandes agglomérations, eh bien l'ensemble des acteurs de la chaîne immobilière, qu'il s'agisse des promoteurs, des notaires, des géomètres, des syndics, des administrateurs de biens, des banquiers, des bailleurs sociaux, on évalue les politiques publiques et leur impact sur les territoires chaque année et être au moins force de proposition et éviter d'être confronté à des situations qu'on n'aurait pas souhaitées. Très bien. Et pour terminer en conclusion, Loïc Quentin, vous qui venez d'être élu à la tête de la FNAIM, dans quel état d'esprit êtes-vous et quelle est votre feuille de route? Quelle est votre ambition pour la FNAIM? Alors mon ambition, c'est d'abord la FNAIM a toujours été une grande organisation professionnelle, un syndicat qui s'est toujours illustré dans son histoire comme étant une force de proposition, ayant toujours su inscrire une prospective pour les marchés et pour ces intermédiaires indispensables à l'équilibre et aux besoins de nos concitoyens en matière de vente, de gestion et de copropriété. Je veux faire de ce syndicat, et comme mon prédécesseur l'a fait, un syndicat reconnu, identifié, un syndicat, je dirais, offensif, combatif. Et je sais la charge qui est la mienne dans ce contexte particulier où la question logement va avoir un caractère particulier en 2023. Voilà, j'ai constitué à mes côtés une équipe que je veux aussi de combat, une équipe de proposition qui va être au travail et pour l'intérêt et le logement de tous les Français. Loïc Quentin, merci beaucoup. Merci Olivier. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club FNAIM.